Donc moi, j'ai la lourde tâche de vous parler des chips et d'essayer de faire un état des lieux. Je vais me mettre de ce côté. Et d'essayer de faire un état des lieux en fait sur ce qu'on sait. Alors un, c'était comment on les définit. Deux, quel est l'impact en fait de ces chips, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas. Et trois, qu'est-ce qu'on doit faire quand on en a une. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, on fait beaucoup d'examens de génétique, donc forcément, maintenant, on se retrouve avec des trucs qu'on ne voyait pas avant, des trucs qu'on ne sait pas forcément interpréter, des trucs qui nécessitent à être interprétés par des professionnels. Et après, qu'est-ce qu'on en fait et surtout, qu'est-ce qu'on dit aux patients, voilà. Donc bon, voilà, je mets mes conflits d'intérêts. Alors juste avant de commencer, je voulais vous faire une petite pub pour un DU qu'on vient de monter en fait, à la fac de Nice. Qui est, bon maintenant, vu que grâce au Covid, on fait tout en distanciel, donc c'est quelque chose qui est accessible assez facilement en distanciel. Donc en fait, c'est un DU de thérapie génique et cellulaire pour les maladies rares et les maladies liées au cancer et au vieillissement. Et donc voilà, donc c'est un DU qui ouvre cette année. Je ne sais pas si ça peut forcément vous intéresser ou pas, mais voilà, donc les objectifs, c'est connaître le mode d'action des thérapies cellulaires et géniques, connaître les applications possibles de ces thérapies dans les maladies rares, les cancers et le vieillissement. C'est destiné également aux pharmaciens, donc il y a toute la préparation pharmaceutique des thérapies cellulaires, géniques et immunothérapie, toute la réglementation et surtout toute la méthodologie de monter un projet clinique sur les thérapies innovantes. Et donc le but du DU, c'est d'avoir tout ce côté pédagogique, mais également de sortir du DU avec un projet en fait, un projet monté et donc avec toute une équipe qui va vous monter le projet, qui va vous aider à monter votre propre projet de thérapie génique ou thérapie innovante. Donc voilà, donc ça peut potentiellement vous intéresser et vous aider surtout à monter un projet sur cette thématique-là. Voilà, c'était juste en aparté. Alors, comment on définit une chip ? Donc, en fait, quand on parle de chip, au final, on se met avant les syndromes myélodysplasiques, en gros. Donc, avant les hémopathies myéloïdes. Et en fait, si vous regardez, en fait, on a différentes définitions. Et vous voyez qu'on monte petit à petit. Donc, en fait, on a les ICUS, qui sont des cytopénies, en fait, de signification indéterminée, mais qui vont être non clonales. Donc, vous les avez juste ici. Et ensuite, on va partir sur des anomalies clonales. Et donc, on a une hématopoïèse clonale qui va être liée à l'âge. On a les hématopoïèses clonales de signification indéterminée. Ensuite, on a des hématopoïèses clonales qui vont être associées en fait à donc soit un versant aplasique, soit post-traitement par chimiothérapie ou radiothérapie, comme vous voyez ici. Ensuite, vous allez avoir le SICUS, donc, qui est une cytopénie. Donc là, vous allez avoir la cytopénie en plus, toujours de signification indéterminée, et avec quelque chose de clonal en dessous. Et ensuite, vous arriverez vers le syndrome myélodysplasique de faible risque, de haut risque, la leucémie, et ainsi de suite. Donc, en fait, vous avez un continuum. Et donc, on a toute cette partie-là qui est une partie, on va dire, de prédisposition en fait aux hémopathies, mais voilà, qui n'est pas forcément associée aux hémopathies. Il va y avoir une augmentation du risque de développer une hémopathie, mais au final, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là ? En fait, c'est la MGUS de l'hémopathie myéloïde. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on doit le suivre ? Est-ce qu'on ne doit pas le suivre ? Bon, voilà, on va discuter de tout ça. Alors, les définitions, c'est quoi ? Donc, l'ICUS, on l'a vu, donc c'est le patient qui a une ou plusieurs cytopénies inexpliquées et qui ne va pas rencontrer donc, les critères de syndrome myélodysplasique ou d'autres pathologies hématologiques. Et il peut... Alors, la définition, c'est qu'ils disent qu'il peut y avoir avec ou sans
hématopoïèse clonale. Mais vous allez voir que souvent, s'il y a l'hématopoïèse clonale, au final, on va passer plutôt sur l'arche ou sur la CHIP, et voire même sur la SICUS, en fait, au final. Donc, l'arche, les définitions, je vous ai mis les définitions strictes, et comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Donc là, il y a une hématopoïèse clonale, et c'est sur la découverte de présence de mutations somatiques, que ce soit dans le sang ou dans la moelle. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui va augmenter avec l'âge. La CHIP, c'est vous avez une mutation somatique sur des gènes qui sont reconnus comme étant impliqués dans les hémopathies myéloïdes, que vous pouvez retrouver dans le sang ou dans la moelle, avec une VAF supérieure ou égale à 2%. Donc voilà, et la SICUS, en gros, c'est la CHIP avec une cytopénie, une ou plusieurs cytopénies, toujours pareil, avec une mutation somatique dans des gènes impliqués dans les pathologies myéloïdes, dans le sang et dans la moelle, et avec une VAF supérieure ou égale à 2%. Alors, quels sont les gènes qui sont impliqués dans les hémopathies myéloïdes ? En fait, il y en a pas mal. Donc je vous les ai listés ici. Donc c'est des gènes qui vont être impliqués dans la méthylation. Donc vous les connaissez, hein, c'est DNMT3A, TET2, IDH1, IDH2. Les gènes qui vont être impliqués dans la modification de la chromatine. Donc les plus connus vont être ASXL1 et OZH2. Les gènes impliqués dans le splicing, donc vous les voyez tous, la SF3B1, SRSF2, I2AF1, ZRSR2. Voilà, des gènes impliqués dans la transcription, donc on retrouve le RANX1, le GATA2. Des gènes impliqués dans le signaling, donc vous voyez, on a la voie RAS, on a les JAK, on a FLT3, on a tous ces gènes qu'on connaît bien, on a KIT. Les gènes impliqués dans le cycle cellulaire, on retrouve TP53 ici. Et après, il y a d'autres gènes, comme NPM1 par exemple, qui sont impliqués dans les hémopathies myéloïdes. Et donc, en gros, ça sera ces gènes-là qu'on va retrouver dans toutes ces prédispositions aux hémopathies myéloïdes. Alors, quelle est dans les cytopénies inexpliquées, comment on définit en fait tous ces gènes-là. Donc si on a deux ou plus de mutations, en fait avec une VAF supérieure à 10%, ça c'est très prédictif d'une hémopathie myéloïde. L'absence de mutation, vous savez, quand vous avez en consultation vos patients là, qui arrivent avec des cytopénies, où vous pensez que c'est une myélodysplasie, vous avez votre cytologiste qui vous dit tiens, il y a une désérythropoïèse à 10%, le karyotype est normal, et vous faites quoi de ce patient-là là, qui reste avec sa microanémie, une désérythropoïèse à 10%, avec votre cytologiste qui ne conclut pas, et derrière, vous vous retrouvez avec deux mutations, avec des VAF à plus de 10%, là, vous pouvez conclure à une hémopathie myéloïde et probablement déjà une myélodysplasie. Par contre, l'absence de mutation va avoir vraiment une vraie valeur prédictive négative qui va vraiment pouvoir vous permettre probablement d'écarter le syndrome myélodysplasique. Alors, ça ne vous empêchera pas de refaire le myélogramme à 6 mois pour vérifier si la dysérythropoïèse a disparu ou pas, est-ce qu'elle est persistante, et ainsi de suite. Mais en tout cas, déjà, ça va vous aider dans la façon de suivre votre patient, sur le rythme, et déjà un peu pour rassurer votre patient, vous rassurez vous aussi. Voilà. Les mutations dans les gènes du spliceosome ont une grande valeur prédictive positive. Donc ça, il faut le savoir. Si vous avez une mutation d'SF3B1, une mutation du 2AF1 et tout ça, ça a une grosse valeur prédictive positive. Et après, les mutations isolées qu'on retrouve dans les hématopoïèses clonales liées à l'âge, en fait, on va retrouver tous ces gènes-là qu'on discute régulièrement et qu'on retrouve fréquemment, qui vont être TET2, DNMT3A, ASXL1. ASXL1, on en parle souvent, et on dit « oh là là, c'est de mauvais pronostics, oh là là ». En fait, il va quand même falloir bien réfléchir sur cette mutation, parce que, par exemple, si vous diagnostiquez une hémopathie, vous pouvez très bien avoir une hémopathie
une hémopathie avec une hématopoïèse clonale en dessous. Et si vous avez une mutation d'ASXL1, je sais pas, avec une VAF à 1%, est-ce que celle-ci, elle est réellement de mauvais pronostic? En fait, je pense qu'on ne sait pas. Si c'est juste le fond d'hématopoïèse clonale qui a cette mutation d'ASXL1 et derrière, il y a eu un clone qui a évolué vers une myélodysplasie, est-ce que c'est de mauvais pronostic ou pas? En fait, on ne sait pas. Bien sûr, si la mutation d'ASXL1 est vraiment présente et dans le clone de SMD avec une VAF importante, là, probablement, elle peut avoir un impact. Donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez, en fait, avec plein de publis qui vont vous dire « Ah, ben tiens, ASXL1 est de mauvais pronostic, ASXL1 n'est pas de mauvais pronostic, et ainsi de suite. » Parce qu'en fait, dans l'analyse, tout a été poolé. C'est-à-dire, dans l'analyse, ça n'a pas été juste de la SXL1 sur le clone SMD. Dedans, il y avait probablement également de la SXL1 sur des chips, sur des arches. Et donc, au final, quand vous faites le mix de tout ça, une fois c'est positif, une fois c'est négatif. Et à la fin, on dit, tiens, bon, ça fait un beau papier, donc on va dire, tiens, SXL1 a un impact négatif. Ah tiens, non, SXL1 a un impact... Voilà. Et donc, tout ça, on apprend aussi petit à petit à savoir analyser toutes ces données-là. Est-ce qu'aujourd'hui on les analyse bien? J'en sais pas. En tout cas, voilà, on apprend avec toutes ces données. C'est des données qui sont nouvelles. Il faut les analyser forcément conjointement avec tous les autres paramètres. Et à partir de là, essayer d'avoir des analyses correctes. Donc, c'est pas que les papiers d'avant étaient faux, c'est pas que les papiers d'aujourd'hui sont forcément vrais, parce que peut-être que dans quelques années, on dira des choses différentes. Mais voilà, c'est nouveau. Et il faut avoir de la réserve sur ces données-là. Et je pense qu'il ne faut pas sauter le pas tout de suite parce qu'il y a un papier qui dit « Ah tiens, cette mutation elle a une mauvais pronostic ». Il faut probablement avoir des papiers qui se répètent, une certaine confirmation sur des grandes cohortes, pour réussir réellement à donner le vrai impact de toutes ces mutations. Donc voilà, donc si vous avez une mutation isolée de TET2, DNMT3A et ASXL1, en fait, vous avez une faible probabilité d'avoir une hémopathie myéloïde, mais si vous avez d'autres mutations qui sont associées à ces mutations-là, dans ces cas-là, ça va plutôt vers une forte valeur prédictive d'avoir une hémopathie myéloïde. Donc, et après, on tombe sur le syndrome myélodysplasique de faible risque. Donc là, vous vous retrouvez avec votre score IPSS révisé qui est beaucoup plus basique, où il n'y a même plus de mutation. Donc voilà, donc vous avez votre score génétique, votre nombre de blastes, les cytopénies, et ça vous permet de définir donc, les sous-groupes de syndrome myélodysplasique de faible risque. Donc ça, vous le savez très bien. Et donc, ce qu'on définit en faible risque, c'est les très faibles et les faibles, qui ont, vous voyez, une survie globale médiane qui est déjà très élevée. Donc, vous dites bien que vos arches et vos chips sont encore plus élevés. Si on est chez des sujets âgés, ça n'a quasiment aucun impact sur l'espérance de survie globale. Le syndrome myélodysplasique, la survie médiane de découverte, elle est aux alentours de 70-72 ans. L'espérance de vie, c'est 80 ans. Donc, en gros, vous voyez, déjà, donc vous dites bien que découvrir une chip à 70 ans, ça a quasiment aucun impact. Alors que oui, forcément, si vous en découvrez une à 40 ans, post-traitement, cancer du sein, ou voilà, là, clairement, là, peut-être qu'il va falloir y réfléchir différemment. Voilà. Alors, quel impact pour le patient d'avoir une chip? Donc d'abord, la première chose, c'est que ces chips, elles augmentent avec l'âge. Et donc l'impact va être forcément en fonction de l'âge du patient. Comme je vous ai dit, si vous êtes chez un patient de 40 ans, on est comme sur les MGUS, où en gros, le risque de transformation, il est de 1% par an.
Et donc, voilà, si vous avez à 40 ans, forcément, ou si vous l'avez à 70 ans, le risque de transformation va être forcément plus faible. Donc voilà, donc vous voyez que ces chips, elles augmentent avec l'âge. Ça, c'est pas le risque d'augmentation vers une hémopathie myéloïde, c'est juste qu'elles augmentent en fréquence avec l'âge. Et donc voilà, donc ça c'est la première chose. Et vous voyez qu'elles sont vraiment très augmentées voilà, chez les centenaires. Mais voilà, ça commence à augmenter vers 60-70 ans. Et donc c'est vrai que ça correspond quand même à la courbe des hémopathies myéloïdes. Les hémopathies myéloïdes sont plus fréquentes chez le sujet âgé et ça commence à augmenter à partir de 60 ans. Donc c'est en lien en fait avec l'incidence des hémopathies myéloïdes. Alors, quelles mutations en fait sont en lien avec la CHIP? Alors si vous regardez, on a parlé de plein de mutations myéloïdes et tout ça, mais en fait, les plus fréquentes, c'est lesquelles? En fait, c'est DNMT3A, c'est TET2 et SXL1, on les a vues, hein, c'est ces trois mutations. Si elles sont isolées, c'est les trois mutations qui sont le plus fréquemment retrouvées dans les CHIP. Et on voit que dans les CHIP, quand même, la majorité des patients ont seulement une seule mutation. Voilà. Donc ça, c'est quand même ce qu'il faut retenir le plus fréquemment. Ce qui est intéressant, c'est, vous savez, on dit les mutations TP53, c'est de très mauvais pronostic et tout ça, et vous voyez quand même, il y a quelques chips, en fait, TP53. Donc il est possible qu'il y ait, et d'ailleurs on le voit, il y a des beaux papiers notamment qui ont été publiés sur le lymphome folliculaire, où il y a des patients qui avaient probablement des chips TP53, qui ont développé une autre hémopathie, donc là c'était le lymphome folliculaire, et qui en fait ont eu de la chimiothérapie sur cette chip TP53. Et donc en fait ça a fait une sélection clonale, et donc vous voyez le clone TP53 qui augmente en fait au cours de la vie et derrière qui conduit à une hémopathie myéloïde secondaire. Donc voilà. Donc probablement il y a peut-être des patients, non, c'est pas des patients en fait, c'est des sujets qui ont des chips TP53 et si au cours de la vie, ils ne sont jamais exposés à des toxiques, à de la chimiothérapie, à de la radiothérapie et tout ça, probablement ils peuvent vivre avec leur chip TP53 à vie sans jamais avoir d'évolution particulière. Donc voilà, donc vous voyez toutes ces connotations en fait qu'on a mis négatives qu'on a mis sur ces gènes, peut-être que en fait dans certaines situations particulières ça n'a aucun impact. Après, la question qu'on pourrait se poser, par exemple, c'est avant de traiter un patient par chimiothérapie, par exemple, est-ce qu'il faut aller chercher une chip TP53 à tout le monde pour aller chercher ces 5% d'hémopathie secondaire post-chimiothérapie de cancer du sein? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Après, c'est des questions éthiques. Probablement, on va se poser un jour ou l'autre quand on aura des données suffisantes. Voilà. Aujourd'hui, clairement, personne ne peut répondre à ces questions-là. Je pense qu'on n'a pas assez de data. Est-ce qu'il faut le faire? c'est encore une autre question. Donc voilà, bon, on est aux prémices de tout ça. Et est-ce qu'il va falloir le faire? Ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a même des chips JAK2 en fait qu'on peut retrouver et sans forcément avoir d'hémopathie ou de syndrome myéloprolifératif secondaire. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que quand on a une chip, on a quand même un plus fort risque de développer un cancer hématologique, donc principalement une hémopathie myéloïde. Et donc, vous voyez que l'incidence augmente nettement pour les patients qui ont des chips. Donc, il y a quand même un surrisque d'hémopathie myéloïde. Alors, ce n'est pas tous les patients. Mais il y a quand même un surrisque d'hémopathie myéloïde, donc voilà, qui est représenté ici. On voit bien qu'avec le temps, on a un surrisque et on voit bien que les patients qui n'ont pas de mutation versus les patients qui ont des mutations, ils ont vraiment une vraie augmentation de l'incidence qui est significative pour les cancers hématologiques. Et donc ça, est-ce que ça a un impact sur la survie? Oui, ça a un impact sur la survie. On voit que les patients... alors, pour les patients jeunes,
il semble que ça n'a pas forcément d'impact sur la survie, mais pour les patients plus âgés, ça a un impact sur la survie chez les patients de plus de 70 ans. Les patients qui ont des chips, en fait, ont une survie qui est plus faible que les patients qui n'ont pas de chip. Est-ce que c'est en lien avec le cancer hématologique ? Probablement oui, mais pas que, et on va en discuter juste après. Parce qu'en fait, ce qui a été observé, c'est que les chips en fait, conduisent en fait, à une augmentation du risque cardiovasculaire et une augmentation de l'athérosclérose. Et donc, vous voyez que les patients qui ont des mutations, en fait, vont se retrouver avec, que vous voyez ici, avec un hasard ratio quand même qui est à 2, donc avec un surrisque de maladie coronaire, avec un surrisque d'infarctus. Donc voilà, vous voyez, le surrisque d'infarctus, il est quand même à 4 chez les patients qui ont des mutations, donc qui ont des chips. Donc il y a ce surrisque cardiovasculaire qui est en lien avec la chip, et probablement c'est plus ce surrisque cardiovasculaire qui conduit à un impact sur la survie globale que les cancers hématologiques où on a vu, oui, il y a une différence, mais l'incidence reste quand même extrêmement faible. Et donc, si on regarde, alors c'est pas la toute petite mutation, vous voyez que ils ont regardé les VAF en fait des mutations, et en fait on voit que c'est les patients qui ont une VAF alors supérieure à 0,10 qui ont un surrisque de maladies cardiovasculaires. On voit que les mutations qui semblent prédisposer à un surrisque de maladies cardiovasculaires, ça semble plus être TET2, ASXL1 et JAK2, et par exemple pas des NMT3A. Donc voilà. Donc, je pense qu'on a plein de choses à découvrir. TET2 semble très intéressant. Il y a même des modèles murins avec des chips TET2 qui ont été faits et qui montrent que les vaisseaux de ces souris en fait, développent réellement de l'athérosclérose due à une inflammation qui est générée par ces cellules qui sont mutées TET2. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est quel est le mécanisme en fait, qui fait que la chip conduit à une augmentation du risque d'athérosclérose et peut-être en fait à une évolution vers une hémopathie myéloïde et peut-être la myélodysplasie. Et donc, on se retrouve sur un lien étroit entre chip et inflammation. Et en fait, on voit que les cellules qui vont être mutées, que ce soit pour TET2, des NMT3A, en fait, en fonction de la cellule qui va être mutée, mais bon, vu que c'est une atteinte quand même qui est au niveau de la cellule souche, mais au final, vous vous retrouvez avec vos monocytes ou vos polynucléaires neutrophiles qui vont en fait à cause de la mutation, induire la sécrétion d'interleukines. Donc vous voyez, l'interleukine 1 bêta, interleukine 6, interleukine 8. Et ces interleukines vont avoir un effet pro-inflammatoire. Cet effet pro-inflammatoire va favoriser l'athérosclérose. L'effet pro-inflammatoire au niveau du cœur va favoriser une présence de macrophages et donc va favoriser la mise en place d'une insuffisance cardiaque en plus et donc favoriser à terme l'arrêt cardiaque. Et les neutrophiles, par exemple, qui vont être mutés JAK2, eux vont générer en fait une inflammation qui va favoriser les thromboses et donc là aussi favoriser des microthrombie sur des plaques d'athérosclérose et ainsi de suite et donc favoriser toute cette maladie cardiovasculaire. Et donc on voit bien que c'est un fond inflammatoire qui est à l'origine de cette génération d'athérosclérose et donc d'augmentation du risque cardiovasculaire. Et en fait, il y a toute une histoire qui se monte là petit à petit, qui est de plus en plus en train d'être décortiquée sur le rôle de l'inflammation et des myélodysplasies. En fait,
la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est l'environnement inflammatoire de la myélodysplasie, est-ce que c'est l'environnement inflammatoire qui génère la myélodysplasie ou est-ce que c'est la myélodysplasie qui génère un environnement inflammatoire? Ça, on ne le sait pas forcément. En tout cas, voilà, je vous expose une des hypothèses. Une des hypothèses qui est que, en fait, dans l'environnement inflammatoire des myélodysplasies, on a retrouvé une protéine qui est S100A8 et S100A9. En fait, cette protéine, elle est retrouvée augmentée quasiment dans tous les cancers. Dans tout l'environnement des cancers, dans les cancers solides, et dans les cancers hématologiques. Et c'est vraiment quelque chose qui est un driver de l'inflammation. Et ce driver de l'inflammation, il passe par des récepteurs qui sont les récepteurs TLR, et ça passe également par le récepteur CD33, comme vous savez, et le CD33 est présent sur les hémopathies, sur les cellules myéloïdes. Et donc voilà, donc ce S100A9 est sécrété est sécrété par l'environnement, par différentes cellules immunitaires autour, et notamment par les MDSC, qui sont des cellules myéloïdes suppressives, donc qui sont des cellules immunitaires qui ont été retrouvées spécifiquement dans l'environnement de certaines hémopathies myéloïdes. Donc on les a bien identifiées dans les LMMC, on les a identifiées dans les SMD, et donc il y a vraiment une augmentation de ces cellules-là. Alors, le concept du S100A8, S100A9 a été très bien décrit donc dans les myélodysplasies par l'équipe d'Alan List et dans les syndromes 5U- par l'équipe de Ben Hebert. Et donc, il y a vraiment un rôle de cette protéine-là. Il y a d'ailleurs des modèles murins inductibles S100A9 qui ont été créés et qui montrent que, en fait, si vous induisez un environnement inflammatoire en entraînant une surexpression de S100A9, vous avez apparition sur la souris de cytopénie et au niveau médulaire, apparition de dysplasie en fait au niveau de la moelle de ces souris. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ce qui a été observé sur ces souris, c'est que si en fait on laisse le niveau, vu que c'est inductible, en fait, si on stoppe la surexpression de S100A9, le phénotype myélodysplasie de la souris est réversible. Et si vous laissez le syndrome inflammatoire donc induit par S100A9 suffisamment de temps, et bien en fait, vous voyez apparaître dans les moelles de ces souris des anomalies cytogénétiques de type DEL5Q, de type -7. Et donc là, si vous stoppez le process inflammatoire, et bien en fait, c'est trop tard. La myélodysplasie a pris son autonomie et elle s'auto-gère en fait, et elle s'auto-entretient. Et donc là, vous pouvez déconnecter l'environnement et il y a plus le phénotype n'est plus réversible. Donc ça, c'est hyper intéressant de se dire que cette inflammation, elle semble réellement en gros être peut-être à l'initiation de la myélodysplasie, et après la myélodysplasie en fait s'autonomise pour générer en fait son propre environnement inflammatoire via acquisition en fait d'anomalies à l'intérieur de la cellule myélodysplasique. Donc en fait c'est un peu ça que ce schéma est très illisible, mais en fait c'est un peu ça que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait à la base il y a un environnement en fait inflammatoire qui va sécréter du S100A8, S100A9, qui va générer au sein de la cellule donc l'activation de ce qu'on appelle la pyroptose, qui est une mort cellulaire, donc qui va entraîner donc les cytopénies, et qui va générer également au niveau des cellules l'acquisition probable de certaines mutations, et l'acquisition probable de ces mutations va entraîner des radicaux libres qui vont ensuite engendrer un relargage en fait de cytokines inflammatoires, et donc il va y avoir ensuite un auto-entretien en fait. Voilà. Tout ça reste bien entendu une hypothèse. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est en fait, est-ce qu'en fait, on a besoin de traiter ces chips, et est-ce qu'aujourd'hui, il y a réellement des traitements qui pourraient être utilisés chez les patients qui ont des chips, en fait. Alors, aujourd'hui, bien entendu, il n'y a aucune recommandation.
officiellement, il n'y a pas besoin de suivre ces patients-là quand on les a identifiés. Il n'y a pas besoin de les traiter. Les questions qu'on pourrait se poser et que probablement on va se poser, et je pense qu'il faut se les poser justement à juste titre, c'est est-ce qu'on doit envisager, par exemple, chez des patients chez qui on a trouvé des chips TET2, quand on voit quand même l'impact que ça peut avoir sur la génération d'athérosclérose, est-ce qu'il faut faire de la prévention cardiovasculaire? Est-ce qu'il faut les mettre sous statine? Est-ce qu'il faut les mettre sous cardégique? Est-ce qu'il faut... On ne sait pas, mais clairement, je pense que c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut utiliser des drogues anti-inflammatoires? Alors là, il y a un gros projet américain qui souhaite, en fait, chez des chips avec... alors, je sais plus, je crois que c'est 3... Je sais plus combien, tu sais peut-être, Marie, c'est 3 ou 4 mutations, je crois. Le projet d'Omar Abdelwahab, là, qui veut traiter les... En fait, ils ont identifié en fait des chips avec un haut risque de transformation. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les laboratoires de cytologie de ville. Et en fait, ils ont un paramètre sur l'indice de distribution. A priori, c'est ce cocktail, on va dire, de mutation est présent sur un index de distribution qui est bien particulier. Et donc, en fait, ils ont récupéré le nom de tous les patients qui ont cet index de distribution. Donc, a priori, ils en ont identifié 5000 ou 6000, un truc comme ça. Ouais. Et donc, ouais, ils en ont identifié 5 ou 6 000. Et d'après leur théorie, c'est que si ces patients-là acceptent de leur envoyer du sang pour se faire séquencer, a priori, ils devraient identifier entre 50 et 100 patients qui auraient réellement le panel de mutations qu'ils souhaitent, avec un fort risque en fait, de développement d'hémopathie myéloïde. Et ils proposent en fait de traiter ces patients-là, de leur faire des prélèvements médulaires, de regarder l'inflammation là au niveau de la moelle, et de les traiter avec un agent qui n'a pas de nom, avec plein de chiffres, qui est un agent anti-inflammatoire qui aurait une action au niveau médulaire, et ils veulent voir si ça a un effet sur l'inflammation au niveau médulaire, sachant que derrière, forcément, l'impact réel sur le taux de transformation en hémopathie myéloïde sera pas forcément calculé, mais en tout cas c'était pour essayer de voir si leur drogue pouvait avoir un effet sur l'inflammation au niveau médulaire. Donc il y a des projets comme ça un peu fous qui sont en train de sortir. Je sais que pour le moment c'était un projet. Je ne sais pas si ça a passé les règles éthiques, parce qu'au final c'est pas des patients, c'est des sujets sains chez qui on va aller à la pêche en plus d'une chip parce que c'est même pas diagnostiqué. Donc faut vraiment voilà, éthiquement c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et ça, je vous l'ai mis parce que j'avais trouvé ça marrant. C'est qu'une fois en congrès, hein, je m'étais retrouvé dans une session où carrément il parlait de dire « mais est-ce qu'il ne faut pas allogreffer ces patients ?» Donc clairement, c'est non. Mais voilà, vous voyez, ils vont quand même organiser une session là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent à ça, à se dire mais est-ce que en fait on peut pas carrément aller changer non, je trouve ça totalement aberrant. Mais voilà, en tout cas, c'est les questions qui sont en train de se poser actuellement. Je pense que voilà, les données demandent quand même à être consolidées, voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'il faut les traiter? Je pense que la prévention cardiovasculaire se pose réellement, hein, notamment sur les mutations de TET2, sur des chips TET2. Je pense que là, il y a vraiment des vraies questions. Et même si on ne sait pas s'il faut mettre en place une prévention ou pas, peut-être au moins leur faire les examens de dépistage sur le côté cardiovasculaire. Je pense que ça, c'est déjà c'est pas mal. Voilà. Au moins, peut-être les envoyer à un cardiologue pour avoir au moins un suivi bien particulier. Le traitement par des drogues anti-inflammatoires, mais ça, on verra déjà, est-ce que c'est éthique? Et la logreffe, je pense que là, ça va vraiment très très loin.
Voilà, donc pour conclure, en fait, je pense qu'on est sur un statut de pré-cancer, en fait. Si on considère que la myélodysplasie est un état pré-leucémique, ben là, on est encore avant. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un vrai besoin d'une bonne interprétation des résultats moléculaires. Il ne faut pas que les résultats moléculaires nous soient rendus avec un papier où il y a marqué la mutation, plus ou moins la VAF, et et démerdez-vous. Je pense que ça, c'est vraiment... Il ne faut surtout pas que ça soit comme ça, et que ce soit à nous, tout seul, dans notre bureau, à se dire « Ah, bah tiens, il y a une mutation, qu'est-ce que j'en fais ?» Voilà. Je pense que vraiment, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, il faut vraiment que tout ça soit géré par des staffs pluridisciplinaires. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie connexion entre les cliniciens, les biologistes, et vraiment qu'on apprenne en fait ensemble à savoir analyser ces trucs-là, à savoir ce qu'on doit en faire. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en place une prévention de maladies hématologiques ? Ça, l'avenir nous le dira. Prévention de maladies cardiovasculaires, peut-être. Peut-être qu'en fait, on peut mettre une prévention plus précoce pour essayer de réduire les maladies cardiovasculaires chez les sujets âgés qui présenteraient des CHIP. Et surtout, je pense que c'est une super zone de recherche où on peut s'engouffrer, et je pense qu'il y a plein de projets à faire. Et donc voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Voilà. Merci pour votre attention.